Alors, bienvenue à la conférence pour la Journée mondiale de l'alimentation. Le droit à la nourriture est un droit humain et pourtant, il y a plus de 3 milliards de personnes qui souffrent de malnutrition. On pense que plus de 42% de la population mondiale sont concernés. Alors en plus de toute cette malnutrition qui mène à des maladies de civilisation, cette industrie alimentaire mondiale est néfaste pour le climat et est sensible aux crises. Alors, une transformation du système alimentaire est un point clé pour un futur durable. D'ici 2050, 3/4 de la population mondiale vivront dans des zones urbaines. C'est donc logique que les villes se trouvent au cœur de cette transition qui doit se faire. Je crois que nous sommes tous d'accord qu'il faut que ce soit un effort commun de l'administration, de la politique, de l'industrie agroalimentaire, de la société civile. Mais comment est-ce que ça va le mieux? Comment c'est possible? Ça, c'est une question qu'on va se poser aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le titre « Les villes dans la politique alimentaire ». On va faire un état des lieux sur ce qui se fait globalement. Alors, on commence avec une vue globale pour arriver sur le pratique du terrain très concret et très local. Samedi, on discutera sur les possibilités démocratiques que chacune des villes a. Alors, ça sera un peu une suite d'aujourd'hui. Et puis, dimanche, on arrivera sur les individus. Comment est-ce que nous, chacun de nous, doit changer son comportement alimentaire? C'est avec très grand plaisir que nous inaugurons cette trilogie ici à Meyrin, dans l'écoquartier, une utopie devenue réalité. Nous sommes dans en allemand on appelle ça Reallabor, où les utopies et la réalité se rencontrent. Les utopistes ou les gens d'ici, ils osent le changement et ils arrivent à la limite ou aux limites de notre système actuel. Leurs échecs et leurs problèmes doivent nous servir de leçon pour ensemble créer ce système alimentaire durable, et ça dès aujourd'hui. Le programme du jour, comme j'ai dit, nous commencerons avec une overview globale. Dominique Burgeon va nous parler de l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Albin Kopche va amener ça à un niveau local, plus local, au niveau suisse. Et puis Martin Sonneveld, lui, il va au niveau des villes et il nous montrera aussi pourquoi l'agroécologie est un des moyens qui promet d'être les plus comment dire? Probiste. Merci. pour amener ces systèmes alimentaires à des systèmes durables. Chaque ville a des besoins différents. Il n'y a pas qu'un système miracle, one fits all. Au contraire, chaque endroit a besoin d'une approche individuelle. Après la pause, Ruotiluti nous démontre cela avec un aperçu des activités globales de Helvetas qui, elle, l'organisation, accompagne la transition des systèmes alimentaires sur le terrain. Mais la Suisse n'est pas différente. Nous aussi, nous avons besoin de solutions locales, de circuits courts, non industrialisés, soutenus par les autorités, la politique et l'administration. Genève est un des cantons et, comme Meyrin, une des villes, parce que Genève, c'est ville et canton, les plus actifs dans ce domaine. Les lessons learned des problèmes rencontrés dans des projets comme l'écoquartier de Meyrin sont repris par les institutions pour trouver des solutions.
Sarah Desmaillots et Gaëtan Morel nous en parleront lors de leur présentation. Après toutes ces présentations, Valentina Hemler-Maiga rassemblera l'intervenante et les intervenants sur la scène pour une discussion avec nos invités, mais aussi avec vous toutes et tous. Je vous présente Dominique Purgeon. Il est directeur du bureau de la FAO en liaison avec les Nations Unies et les autres organisations internationales de la ville de Genève. Avant, il était en charge de la division des urgences et de la résilience de la FAO à Rome. Il possède une large expérience dans l'aide humanitaire et tout le reste, vous allez raconter vous-même. Et tout d'abord, merci beaucoup Christine, et je voudrais remercier aussi les organisateurs évidemment pour nous inviter, pour nous donner la chance de participer à vos débats aujourd'hui, mais aussi nous serons à Bâle samedi, donc pour nous c'est une grande opportunité. C'est une grande opportunité aussi de vous donner un petit peu l'évaluation de la situation par la FAO et le travail qui est fait par cette organisation qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Alors effectivement, comme l'a dit Christine, en fait on va partir du niveau global pour après aller au niveau suisse et puis vraiment aller dans le niveau local. Donc moi je suis celui à qui on a demandé de faire le niveau global, présenter un petit peu l'état de la situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde. Alors, bon, comme vous en doutez tous, et là, je tiens à préciser que les chiffres qu'on présente sont des chiffres de 2021, donc qui ne reflètent pas encore, évidemment, la dégradation ultérieure liée aux événements que nous connaissons tous qui ont lieu depuis la guerre en Ukraine, mais donc qui portent vraiment jusqu'en 2021, où on voit que, effectivement, il y a eu un impact considérable de la pandémie de Covid au cours des 2 dernières années, puisqu'en fait on a eu des augmentations importantes de l'insécurité alimentaire et qu'on voit qu'on a entre 702 et 828 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Donc c'est-à-dire insécurité alimentaire, ça veut dire sous-alimentation, ça veut dire ne pas avoir accès à un apport énergétique suffisant pour vivre une vie saine et productive. Donc ça c'est traditionnellement l'indicateur qui a été, je dirais, suivi par la FAO la FAO et ses partenaires d'ailleurs depuis de nombreuses années. Et ça nous montre surtout que finalement on n'est pas en bonne voie par rapport aux objectifs de développement durable, puisque vous savez que l'objectif de développement durable, le deuxième, il dit voilà, il faut éradiquer la faim et toute forme de malnutrition d'ici 2030. Là on voit qu'on pourrait encore avoir 670 millions de personnes qui seraient en insécurité alimentaire chronique, faim chronique, en 2030. Par ailleurs, on mesure aussi l'insécurité alimentaire par le FIES, qui est l'échelle de perception de l'insécurité alimentaire, où on voit qu'on a 2,3 milliards de personnes qui effectivement n'ont pas accès la perception de ne pas avoir accès à cette alimentation. Ce qui est très important aussi, c'est de noter que, en fait, et c'était le chiffre que mentionnait, je pense, Christine, qui dit qu'en fait, il y a 3,1 milliards de personnes qui n'ont pas accès à une alimentation saine. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'accès à une alimentation qui est suffisamment diversifiée au plan nutritionnel, n'ont accès à tous les groupes alimentaires. Et donc tout ça, ça montre effectivement qu'on n'est pas sur la bonne voie. Et je pense qu'il est important aussi toujours de bien garder en tête les aspects nutritionnels, donc accès à l'alimentation saine, mais aussi tous les indicateurs nutritionnels pour lesquels, qui sont évidemment préoccupants. Alors, malheureusement, nous ne sommes pas dans une bonne tendance. En fait, on avait fait des progrès importants jusque 2014-2015. Alors, je me souviens très bien, en 2014-2015, on parlait de ça et on disait, voilà, bon, c'est vrai, il y a ce qu'on croyait être un épiphénomène, c'est-à-dire une augmentation qu'on espérait n'être qu'anecdotique une année du nombre de personnes en insécurité alimentaire, mais on s'est rendu compte qu'en fait c'était beaucoup plus grave que ça, c'était une tendance, et que alors qu'on avait fait pour des dizaines d'années des progrès en matière de réduction du nombre de personnes en insécurité alimentaire chronique, eh bien on a vu cette tendance se renverser et évidemment une accélération très forte au moment
de la pandémie, puisque au cours des 2 dernières années de pandémie, on a eu plus de 150 millions de personnes supplémentaires qui sont tombées dans cette situation d'insécurité alimentaire. Alors, l'insécurité alimentaire qui fait beaucoup, je dirais, dont on parle beaucoup dans les médias, surtout à l'heure actuelle, c'est l'insécurité alimentaire aiguë, en fait. C'est-à-dire l'insécurité alimentaire qui est due à des chocs, qui sont essentiellement les conflits, les chocs climatiques, mais aussi les chocs économiques. Et là, ce qu'on voit, c'est que là, il y a eu vraiment, on peut dire presque un emballement. Depuis 2016, on mesure cette insécurité alimentaire aiguë. On était à 108 millions. Au moment où on a fait le dernier rapport, on était à 193 millions. Et les derniers chiffres de la semaine dernière, c'est 222 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire aiguë. Alors l'insécurité alimentaire aiguë, c'est celle qui peut conduire à la famine. C'est celle, pour l'instant, on a donc 222 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë, mais on en a environ 45 qui sont l'étape juste avant la famine, et on a 1 million de personnes qui sont confrontées à des situations de famine. C'est environ 10 fois plus de ce qu'on avait il y a 5 ou 6 ans d'ici. Et c'est essentiellement dans des pays comme l'Afghanistan, le Yémen, le Soudan du Sud, la Somalie et le Nigeria, donc et l'Éthiopie, qui sont les 6 pays où on a des populations qui sont en situation de famine ou à risque de famine, c'est-à-dire donc avec une mortalité clairement liée à la faim. Donc évidemment, tout ça est extrêmement préoccupant, et c'est dans cette optique, par rapport à cette aggravation de l'insécurité alimentaire, que la FAO a défini un nouveau cadre stratégique qui essentiellement dit, voilà, il faut transformer les systèmes agroalimentaires. Il faut transformer les systèmes agroalimentaires pour les rendre plus résilients, plus inclusifs, plus efficaces et plus durables. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, la ligne directrice que les États membres de la FAO, dont les membres de la FAO, dont la Suisse évidemment, ont chargé l'organisation en tant que secrétariat pour effectivement appuyer les États membres à atteindre les objectifs de développement durable à travers justement ces 4 améliorations: l'amélioration de la production, l'amélioration de l'environnement, l'amélioration de la nutrition et, de façon finale, l'augmentation, l'amélioration des conditions de vie. Alors, tout ça étant positionné dans ce que la FAO, si vous voulez, ce qu'on veut faire, c'est vraiment appuyer les États membres à eux-mêmes atteindre finalement les objectifs de développement durable qui se sont eux-mêmes fixés. Donc finalement, la FAO est un secrétariat en appui à ces États membres pour atteindre ces objectifs, ces 4 améliorations, pour évidemment finalement éradiquer la faim, mais pas que. Vous voyez que la FAO est impliquée dans toute une série d'objectifs de développement durable. Et outre ces programmes prioritaires qui sont mentionnés là, on s'appuie beaucoup. Il y a une volonté réelle au sein de la FAO, je dirais sous l'égide du directeur général, de mettre vraiment l'innovation au cœur du travail de la FAO en tant qu'accélérateur de toutes ces activités, l'innovation, les données, les technologies, mais aussi les questions de ce qu'on appelle les compléments, les questions de gouvernance, etc. Comment peut-on appuyer les pays sur ces aspects-là? Alors, je dirais, et les villes dans tout ça. Alors, puisque c'est un peu le sujet de notre conversation d'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un peu aussi voir quelle est notre situation, notre travail par rapport à ça. Et là, en fait, comme Christine l'a dit effectivement, on a, si vous voulez, une tendance très forte, puisque on voit qu'à l'heure actuelle, on a environ 55% de la population mondiale qui vit dans des zones urbaines. On sait que ça va aller en augmentation très forte, qu'on va aller d'ici 2050 environ, on suit l'estimation, Christine a dit 3/4, ici on est à 68%, enfin bon, c'est l'ordre d'idée générale, une augmentation forte de la population urbaine, avec évidemment aussi des faits qui sont, voilà, 80% de la part de l'énergie mondiale est absorbée par les villes, 70% de la production alimentaire est consommée par les villes, 70% aussi des déchets sont
je dirais, produits par les villes. Et donc, tout ça, évidemment, c'est important, en sachant qu'au plan de la sécurité alimentaire, les villes ont leurs propres problèmes. C'est-à-dire qu'il y a aussi de l'insécurité alimentaire et il y a surtout des problèmes, par exemple, d'obésité, de surpoids dans les zones urbaines et périurbaines, qui sont des vrais problèmes de sécurité alimentaire et qui requièrent une attention, par exemple, par rapport à des questions d'accès à, certes, beaucoup de calories, mais des calories de moins bonne qualité, en quelque sorte, qui induisent des problèmes d'obésité et donc des problèmes de maladies non transmissibles, diabète, etc. Donc tout ça est important et ça met en évidence que finalement quand on parle de transformation des systèmes agroalimentaires, on ne peut pas parler de transformation des systèmes agroalimentaires sans parler des villes, sans parler de la transformation des systèmes agroalimentaires dans les villes et de l'interaction des villes, évidemment, avec les zones rurales. Donc tout ça est important, mais au-delà de ces chiffres un peu globaux, il faut aussi comprendre qu'il y a finalement des réalités différentes en fonction de la typologie des villes. Alors ça c'est un classement qui, je pense, est fait par DESA, le département économique et social des Nations Unies, qui catégorise les villes, les petites villes de moins de 300 000 habitants, de 300 000 à 5 millions, au-delà de 5 millions pour les zones. Mais tout ça pour dire qu'il y a des typologies différentes, qu'en fait, si on regarde en 2018, il y avait 58% de la population mondiale qui vivait dans des villes de moins d'1 million d'habitants, et qu'il y avait 41% de la population mondiale qui vivait dans des agglomérations de moins de 300 000 habitants. Et là, en fait, la FAO, notamment dans le cadre du rapport sur le suivi de l'insécurité alimentaire, fait en permanence des études, des évaluations de l'insécurité alimentaire. Et en fait, on a vu, ils ont pu mettre en évidence une corrélation inverse, en fait, entre la taille des villes et l'insécurité alimentaire. C'est-à-dire que quand la taille des villes diminue, l'insécurité alimentaire a tendance à augmenter. Ce qui est un point important, qui est lié notamment au fait que finalement les systèmes d'approvisionnement des grandes villes sont beaucoup plus structurés, que les systèmes de protection sociale dans les grandes villes sont plus efficaces peut-être que dans les petites villes, etc. Et donc tout ça met en évidence finalement l'importance des petites villes et des villes moyennes par rapport à justement ces efforts de transformation et pourquoi il faut se concentrer sur ces petites villes et villes intermédiaires. Un point important aussi, pour ceux, je crois, Alvin, tu étais hier à Rome, il y avait un événement justement sur les zones urbaines, et un de mes collègues a mentionné qu'en fait, 90% de la population mondiale actuelle vit à moins d'une heure d'une ville de au moins 25 000 personnes. Et donc, tout ça aussi est important pour montrer finalement l'importance des villes, mais aussi l'importance des villes, des petites villes et des villes intermédiaires, je dirais, le rôle qu'ils ont entre les zones urbaines et les grandes villes, parfois en tant que centre de transformation, en tant que centre logistique, etc. Et donc l'importance d'agir sur ces petites villes et ces villes intermédiaires. Donc, tout ça pour dire que on a une bonne justification pour dire pourquoi la FAO, effectivement, doit avoir un de ses programmes prioritaires qui se concentre sur la je dirais, transformation durable des systèmes alimentaires urbains, en essayant justement d'aider les villes et les gouvernements locaux à intégrer les systèmes alimentaires dans les politiques qui mettent en place au niveau local, et la planification et l'action locale. Et donc c'est pour ça que la FAO a effectivement lancé 2 grands programmes prioritaires qui sont, vous les voyez là, sur l'initiative sur des villes vertes et le programme alimentaire urbain de la FAO. Alors, le programme prioritaire de la FAO s'articule essentiellement sur 4 principes directeurs. D'une part, les synergies entre les zones rurales et les zones urbaines. Donc, comment finalement organiser un peu mieux la gouvernance de toutes ces structures entre des groupes de villes, des bassins d'approvisionnement, les villes, comment organiser toute cette structure.
Travailler aussi davantage sur l'inclusion sociale et l'équité, qui est un aspect important, notamment tout le travail qu'on peut être amené à faire sur les zones de bidonville dans certains pays, l'approvisionnement, etc. Travailler sur la résilience et la durabilité, la résilience, particulièrement la résilience au choc, qui sont maintenant, vous savez très certainement que le secteur agricole est un secteur qui est particulièrement affecté par les chocs climatiques en particulier, qu'on estime que plus ou moins 26 à 27% du coût total des catastrophes est absorbé par le secteur agricole. Donc augmenter la résilience de ce secteur agricole, où qu'il soit, au choc extérieur, est absolument prioritaire et requiert toute notre attention. Et enfin, la connexion du système alimentaire par rapport aux autres systèmes. Et là, c'est justement, je fais une toute petite parenthèse pour dire, voilà, la FAO, comme vous le savez, est basée à Rome. Il y a les agences romaines, la FAO, le PAM, le Fonds international pour le développement agricole, qui travaillent ensemble sur la transformation des systèmes agroalimentaires, mais on se rend compte qu'en fait, pour qu'il y ait ces changements, il faut qu'il y ait des interactions avec les autres systèmes. Il faut qu'il y ait des interactions avec le système commercial, le système du commerce, le système de la santé, sur les questions de nutrition notamment, le système de l'environnement, le système de la protection sociale. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de ces systèmes sont basés ici à Genève, dans la Genève internationale. Et donc, il faut qu'on essaye de promouvoir toutes ces interactions, et on voit que c'est effectivement un des aspects du programme prioritaire de la FAO sur ces questions. Alors, maintenant, la FAO, en fait, elle essaye d'intervenir à tous les niveaux, je dirais dans la mesure de son mandat. Son mandat, c'est vraiment d'essayer d'appuyer ses membres par rapport à leurs priorités, en mobilisant les compétences de la FAO, mais sa capacité surtout à, si vous voulez, les forces de la FAO, c'est essentiellement à générer de l'évidence, de l'information, pour essayer d'appuyer des processus décisionnels qui soient vraiment basés sur de la substance, et renforcer faire du développement des capacités, c'est organiser des forums de discussion, c'est un peu ça le travail de la FAO. Et donc, dans cette optique-là, nous sommes impliqués au niveau global. Hier, il y avait un événement dans le cadre du comité sur la sécurité alimentaire, mais aussi nous avons été fortement impliqués dans le cadre du sommet sur les systèmes alimentaires, et je crois que Alvin va revenir là-dessus, où finalement il y a tout un groupe de travail qui était facilité par la FAO et GAIN, qui est une organisation basée ici à Genève, qui finalement a travaillé pour promouvoir l'importance des systèmes agroalimentaires urbains dans le processus du sommet alimentaire mondial, et donc l'importance de cette transformation dans les zones urbaines par rapport à la transformation globale qui doit être faite. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu le sommet, qu'il y a une reconnaissance, et que maintenant il y a, je crois, Alvin nous donnera certainement les dernières nouvelles, mais un processus qui permettra dans les prochains mois d'annoncer la création de cette coalition sur les systèmes agroalimentaires urbains. Alors, comme je l'ai dit, la FAO est active à tous les niveaux, au niveau global, mais aussi au niveau local, avec de nouveau ce travail d'analyse des systèmes alimentaires, ce travail avec les partenaires sur les systèmes de gouvernance, et ce travail qui est fait sur le développement avec les partenaires, avec les municipalités, avec les organisations locales, ce travail de développement des stratégies alimentaires, avec un certain nombre de points d'entrée que sont par exemple les questions de perte et gaspillage, les questions d'agriculture urbaine et périurbaine, mais aussi par exemple l'environnement alimentaire autour du fonctionnement des marchés, autour des questions des vendeurs de rue, évidemment tous les problèmes d'hygiène, de sécurité sanitaire des aliments qui peuvent être liés à ça. Je devais dire aussi au niveau global, pour montrer l'importance que ces questions ont, c'est que un des rapports phares de la FAO qui s'appelle l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, je crois que l'édition 2023 sera consacrée justement à ces questions de système agroalimentaire
urbains. Alors, tout ça se traduit aussi par des actions concrètes dans les pays. Ici, bon, par exemple, on voit en Équateur, où on a essayé de promouvoir l'accès des étudiants à des fruits d'origine locale pour améliorer leur alimentation, mais aussi, par exemple, au Kenya, où nous avons travaillé sur ce flag qui s'appelle le Food Liaison Advisory Group, qui est un groupe local qui a été mis en place au niveau du Kenya pour essayer d'avoir justement toutes des dialogues et sur l'engagement pour renforcer finalement ces interactions entre les zones urbaines et les zones rurales. Voilà de nouveau ici des exemples au Pérou et à Nairobi de collaboration pour travailler justement sur la gouvernance alimentaire dans les zones urbaines. Ce qui est important, ce que nous essayons beaucoup de promouvoir aussi, ce sont les questions d'échange. Notamment, il y a une plateforme qui est basée à Milan, qui travaille justement sur ces questions de collaboration entre les zones, entre les différentes zones urbaines. Et c'est comme ça qu'il y a une collaboration triangulaire entre Milan, Nairobi et Kigali, qui a donné des résultats concrets, par exemple sur les questions de gestion des déchets et sur les questions de compostage des produits alimentaires. Donc c'est vraiment quelque chose que nous essayons de promouvoir, la collaboration entre Nord-Sud et Sud-Sud sur ces questions-là. Pour terminer avec, je pense plus ou moins je suis arrivé à la fin de mon temps imparti, je vois Christine qui se lève, ce qui voudrait dire que je dois terminer avec quelques recommandations. Bon, reconnaître l'importance des villes comme des acteurs clés de la transformation des systèmes alimentaires. Le travail de la coalition dont je pense Alvin va parler. L'importance de travailler sur de travailler de façon étroite avec les gouvernements pour que les gouvernements créent finalement un environnement favorable au travail dans ces zones urbaines et périurbaines. Et enfin, les mécanismes d'échange ville à ville, tels que ceux dont je parlais entre Milan, Nairobi et Kigali, qui devront être multipliés et répliqués dans d'autres contextes. Tout ça pour aller vers cette transformation des systèmes agroalimentaires urbains, lesquels contribuent à la transformation des systèmes agroalimentaires au niveau global. Alors vous aurez accès à la présentation PowerPoint avec toute une série de références bibliographiques, etc., qui pourront vous être utiles dans vos travaux ultérieurs. Voilà, merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question de compréhension? Non. Alors, merci beaucoup. C'était soit clair, soit pas clair du tout. Merci. Je pense que c'était très clair. Et puis, les questions et les remarques viendront lors de la discussion après. J'ai le plaisir de prier Alvin Kopche de monter. Il est sous-directeur général adjoint de l'Office fédéral de l'agriculture et est chef associé de la direction des systèmes de connaissances, la technologie des affaires internationales, et il dirige l'unité des affaires internationales de la sécurité alimentaire. Ce qui est aussi très intéressant, je trouve, il représente la Suisse dans différents organismes internationaux comme la FAO, le Comité on World Food Security et le OCDE, et dans le cadre du processus du sommet du sommet des systèmes alimentaires des Nations Unies, il est le coordinateur des dialogues nationaux dont Dominique a déjà parlé un tout petit peu et on va entendre plus. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est super simple. Alors,
suis tout petit peu fatigué, j'étais dans une salle de réunion jusqu'à 2 heures ce matin à Rome. Je viens ici à Nancy, je fais des bêtises ici au nom, vous m'excusez. Super, je vais vous parler certainement du sommet sur le système alimentaire et la Suisse. Qu'est-ce que la Suisse a fait avec ça? Vu qu'un des sujets ici dans cette conférence, c'est aussi cette transformation. On parle d'une transition envers des systèmes alimentaires durables. Au jargon international, on parle plutôt de la transformation. Alors c'est un peu, ça signifie aussi un peu, c'est un changement de paradigme qu'il faut, et pas seulement faire un changement incrémental, petit pas par petit pas. Alors, comme bon fonctionnaire que je suis, je vous présente ce que je vais faire. Je vais parler de ce sommet. Après, parle un peu de la voie nationale suisse pour cette transformation envers de plus de durabilité dans des systèmes alimentaires. Et après, je vais vous dire où on est, plus ou moins où on est ici en Suisse par rapport certainement aux villes. Voilà, ce sommet sur le système alimentaire des Nations Unies a eu lieu l'année passée. Moi, je m'occupe depuis 8 ans, quelque chose comme ça, de cette question de la transformation des systèmes alimentaires. Et pour moi, c'était un moment clé, parce qu'on a rarement tout un sommet pour un sujet où on travaille dessus, où les États membres, mais aussi les ONG et le secteur privé se rassemblent pour en discuter. Alors le but de ce sommet était vraiment de tirer l'attention de la communauté internationale sur ce besoin d'une transformation, sur ce phénomène des systèmes alimentaires. Jusqu'il y a peu, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de l'agriculture, de la production agricole. On a rarement parlé de ce qui se passe entre ces deux, sauf au niveau du commerce, et spécialement là des produits en masse. Alors on a essayé de faire ça. Pour y arriver, l'ONU a organisé tout un processus qui a donné la possibilité à beaucoup des organisations d'y participer. Il y a eu des ONG du secteur privé dans la structure qui organisait ce sommet. On a eu la possibilité d'organiser des dialogues. Les États membres ont demandé d'organiser des dialogues nationaux, alors prendre les acteurs ensemble afin de préparer ce sommet. Alors je dirais presque le processus était plus important que le sommet même. En plus, on était encore plein pandémie. Tout ce sommet s'est passé d'une manière virtuelle. Alors on a passé une journée à regarder des vidéos des chefs d'État, tout ça. Ils ont bien fait, mais alors ça veut quand même montrer que le processus était très important. Peut-être venir vous voyez là, le Conseil fédéral Guy Parmelin, il était président de la Confédération, il a aussi participé. Vu que ce qu'il a voulu dire, c'est un peu plus long que la fenêtre à disposition, on a dû faire marcher la vidéo un tout petit peu plus rapidement. Ça lui a donné une petite voix canard, mais c'est assez simple, c'est assez chouette, il faudrait vraiment le voir. Alors, on n'a pas une déclaration négociée, on n'aurait pas pu faire ça, on n'aura pas trouvé un compromis là-dessus, ça on a su dès le début, ça sera trop difficile, mais on a quand même une déclaration qui a été faite par le secrétaire général des Nations Unies. Il a donné une certaine direction où la communauté internationale devrait aller. Mais on a quand même pu créer un moment très fort où beaucoup d'acteurs se sont réunis afin de parler de cette transformation des systèmes alimentaires. Je sais, pas tout le monde était d'accord avec le processus vers là, mais je pense que c'était quand même un moment très important. Par exemple, si moi je négocie maintenant à l'OCDE à Paris, où on fait beaucoup des analyses économiques, il ne faut plus aller donner des arguments pourquoi est-ce qu'il faut avoir une transformation, qu'est-ce que c'est un système alimentaire, ça c'est plus ou moins acquis, et c'est certainement aussi grâce à ce sommet. Il y a un résultat que plus que 110 pays
ont fait leur devoir. Ils ont développé des pistes nationales, des voies nationales pour la transformation des systèmes alimentaires. Ils ont publié ces pistes-là, c'est transparent, ce qu'eux, ils attendent faire à la maison pour arriver à plus de durabilité. Le clé va être comment mettre en œuvre tout ça au niveau national, au niveau local, aussi ici en Suisse. Et Dominique nous a parlé déjà un peu des coalitions. On a plus que 30 coalitions qui veulent s'occuper plutôt d'une approche thématique de cette transformation. Des coalitions, c'est vraiment des organisations internationales, des acteurs locaux, ONG, l'académie. Tout le monde peut y participer à ces coalitions. Et ça, c'est en train de créer. Là-dedans, il y aura une coalition pour la transformation dans les zones urbaines. Je dis il y aura, ce n'est pas encore tout à fait fait. Ça montre aussi, pour vraiment faire un changement, il faut quand même aussi avoir du temps. Ça met du temps de mettre les acteurs ensemble, qu'ils s'entendent, qu'ils se mettent d'accord dans quelle direction il faudrait aller. Et on a quand même aussi défini un processus de suivi, alors que ce sommet n'est pas seulement un moment dans le temps, mais qu'il y a un suivi jusqu'au 2030. Ce suivi, c'est premier point, il faut quelqu'un qui coordonne tout ça. Là, les États membres étaient très clairs, on ne veut pas une nouvelle structure ou une nouvelle institution, mais on a quand même dû trouver un mécanisme, qui va être responsable. Il faut quand même aussi avoir un peu quelqu'un qui nous dit dans quelle direction, qu'est-ce qu'il faut faire. On appelle ça le pôle de coordination, je reviens là-dessus. Et le secrétaire général de l'ONU, il va faire un rapport annuel sur ce que l'ONU fait, le progrès de l'ONU qu'elle fait dans cette transformation. Et il y aura tous les 2 ans une réunion comme une plateforme pour les États membres, mais aussi pour les ONG, pour le secteur privé, de montrer ce qu'eux, ils font. C'est vraiment des moments, on espère des moments forts. L'année prochaine, on devrait avoir le premier événement. Et c'est toujours comme ça, on ne sait pas encore quand ça aura lieu et où. C'est encore en train de discuter, en discussion. Là, vous voyez aussi, c'est toute une négociation qui fait quoi et tout ça. Et la Suisse a rejoint 2 coalitions, officiellement rejoint 2 coalitions. Une, c'est sur les régimes alimentaires sains issus des systèmes alimentaires durables. Ça veut dire ici, on essaye de faire le lien entre une alimentation saine et la production durable. Comment est-ce qu'on peut faire ici un lien? Comment est-ce qu'on peut renforcer ça? Aujourd'hui, quand on mesure la production agricole, ça se fait en calories. Mais est-ce que c'est la densité nutritionnelle, est-ce que ça ne sera pas aussi quelque chose? Si on veut avoir une nutrition, une alimentation saine, c'est plutôt la densité nutritive qui est une mesure qu'il faudrait prendre. Alors là, on a des discussions là-dessus. Après, on a aussi rejoint une coalition sur l'agroécologie. Voilà, une petite... avant de parler un peu de ce type de coordination, notre petite évaluation du sommet, je pense que c'était vraiment un succès. Il a créé un momentum, il a créé cette dynamique envers de plus de transformation, plus de durabilité, envers de faire le lien entre une production durable et une alimentation saine. C'est pas fini, c'est vraiment un point où on a essayé de créer quelque chose. Il y a des lacunes. Certainement, Christine t'a dit, il y a un droit à l'alimentation adéquate. On n'a pas assez parlé des droits humains dans tout ça. C'était vraiment une discussion économique, si on veut, une discussion systémique, mais pas vraiment les droits de l'homme, les droits humains n'ont pas vraiment tellement joué un rôle. On a quand même aussi remarqué, si on regarde tous ces 110 voies nationaux pour cette transformation, il s'agit encore beaucoup de la production agricole. On parle beaucoup de ça. Ça veut dire aussi dire qu'il n'y a pas encore vraiment cette réflexion système alimentaire. Quel est le rôle des transformateurs, des consommatrices et consommateurs? Ça, ce n'est pas encore tout à fait acquis. Et
après, on n'a pas non plus une direction claire où on devrait y aller, mais ça aussi est rapport avec on n'a pas un système alimentaire, on a beaucoup, ça doit être adapté à la localité, c'est pourquoi ça manque là-dedans. Et après, on est un peu dans une phase, disons, un peu mou. On a remarqué que ça prend beaucoup plus de temps de mettre tout ça en place pour en faire pouvoir avancer. Ça va très bien avec ce pôle de coordination. C'est une structure qui est créée par les agences onusiennes les plus compétentes, disons, OMS ici, la FAO, tout ça, ça s'est basé à Rome, mais ça a pris du temps pour mettre ça sur pied. Aussi, quel est le rôle de cette HAP, de ce pôle de coordination, comme le mot le dit, il va coordonner, il ne va pas créer de nouveaux projets, mais il essaie de renforcer ce que l'ONU fait au niveau local, au niveau régional, pour assister les pays de mettre en œuvre leur voie nationale. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en Suisse? Quelle est notre voie nationale pour la transformation des systèmes alimentaires? Alors, depuis juin, l'année passée, officiellement, le Conseil fédéral il a adopté la stratégie nationale pour le développement durable. Là, un des grands chapitres, c'est la consommation et la production durable. Et là-dedans, on a pu placer un chapitre sur la transformation des systèmes alimentaires. En fait, c'est la première fois que dans un document officiel de la Confédération, on parle de systèmes alimentaires et on veut montrer comment on pourrait aller de l'avant. On était, comparé aussi à des autres pays, on était assez courageux. On s'est donné des objectifs mesurables. Alors on a dit 2030, on aimerait pouvoir mesurer un succès. Ce qu'on a fait ici, c'est côté consommation, on a aujourd'hui moins de 10% qui se nourrissent d'une manière saine en Suisse. On aimerait augmenter à 30%, à un tiers. Et on a un gaspillage alimentaire énorme en Suisse. On parle toujours de ces 30%, mais si on projette ça dans la surface agricole, c'est la moitié de la surface agricole qui produisent à la poubelle. Et c'est quand même énorme si on pense entre Lac-Léman et Lac de Constance, c'est énorme. On aimerait réduire l'empreinte de gaz à effet de serre de la demande finale, alors vraiment de ce qu'on achète, de ce qu'on consomme, d'un quart par rapport à 2020. Et on aimerait qu'on ait plus d'exploitations agricoles qui produisent d'une manière particulièrement respectueuse de l'environnement et des animaux. Ça, c'est un peu la piste. Ce sont des grandes pistes, ce sont des objectifs qu'on s'est donnés. Après, tout ça doit être mis en œuvre, pas seulement par la Confédération, mais pour la Confédération, on a un plan d'action, comment faire, plusieurs plans d'action. Ce qu'on fait maintenant, on a déjà adopté un plan d'action contre le gaspillage alimentaire en avril cette année. Et là, ça s'adresse certainement aussi à l'industrie. Ça ne parle pas du déchet de gaspillage alimentaire à la maison, mais plutôt dans la gastronomie et tout ça. On est en train de actualiser ou de créer une nouvelle stratégie pour le climat et agroalimentaire. Alors, ce n'est pas seulement pour l'agriculture, mais ça doit être pour toute l'alimentation. Et voilà, le reste, c'est un peu technique, mais j'aimerais quand même attirer l'attention. Il y a aussi un dialogue sur les systèmes alimentaires qui est en route. On a avec des partenaires de la société civile, on a créé une assemblée citoyenne qui discute sur l'avenir alimentaire ici en Suisse. Ce sont 100 habitants de ce pays, de partout, qui étaient sélectionnés d'une manière, comment on dit, parlose. Comment est-ce qu'on dit? Tirage au sort, pour discuter de l'avenir
de notre système alimentaire en Suisse. Voilà, maintenant encore tout court, quel est le rôle des villes? La stratégie dit, voilà, il faut augmenter la collaboration des différents niveaux fédéraux. Alors, confédération, canton, les communes, il faut travailler ensemble. Elle aussi, elle reconnaît que les villes et les communes ont un rôle à jouer, important à jouer, parce que voilà, les effets sont locaux, il y a beaucoup d'actions locales qu'on peut prendre. Et nous avons déjà dans la préparation du sommet pour la position suisse, soi-disant, on a fait des dialogues entre villes, c'était pas un dialogue confédération-ville, mais plutôt entre villes pour avoir un peu la vue d'ensemble. Qu'est-ce que pensent les villes? Voilà, ce qu'on a fait, on a osé mettre Genève et Lausanne ensemble dans un dialogue. C'était déjà difficile, mais après on a pris Bâle et Zurich et c'était vraiment très difficile. Et Bellinzona, on a trouvé c'était transalpine, alors on les laisse parler entre eux. Mais c'était super intéressant pour moi qui ne connais pas vraiment pas les conditions et la politique locale. Pour moi, c'était super enrichissant. C'était vraiment... Merci beaucoup aux villes qui sont là et qui ont créé ça. C'était un grand engagement pour eux. Aussi à Ruedi de Helvetas qui a créé tout ça. C'est aussi un peu typique, savoir, on a eu besoin d'une organisation du secteur de la société civile pour nous aider à faire ces dialogues, parce que la confédération dans la politique agricole, les villes n'existent pas. Alors on ne peut pas vraiment faire beaucoup de choses avec eux. Voilà, vous voyez un tout petit peu ce qu'eux, ils ont pensé de devoir faire. Aussi, moi, je trouve important une création d'un organisme entre les villes pour se mieux coordonner. Ça, je trouvais très, très intéressant. Et voilà, quelles sont un peu les prochaines étapes? Vous savez tous que voilà, la politique agricole est un moment au Parlement d'être transformée ou changée, adaptée peut-être. Mais voilà, je peux vous dire, voilà, c'est la Confédération qui est responsable pour la politique agricole. Après, il y a beaucoup d'autres politiques qui jouent un rôle dans un système alimentaire, mais quand on parle encore aujourd'hui, système alimentaire, on parle beaucoup de l'agriculture. Là, c'est clair, la responsabilité est chez nous. Mais, peut-être il y a quand même une grande partie de la population suisse qui habite dans des zones soit urbaines, soit périurbaines, 75%. Il y a beaucoup de paiements directs de la politique agricole qui va dans cet espace, mais on a encore très souvent cette image très rurale de l'agriculture suisse, mais il se passe beaucoup dans cette zone urbaine et périurbaine. Et malgré ça, ces zones urbaines, ces villes n'ont pas un rôle dans la politique agricole encore. Je pense là, il y a quelque chose qui montre un certain, moi je dirais un manquement, mais voilà, ça c'était mon point de vue personnel. Voilà. Et prochaines étapes, le Conseil fédéral, il a aussi vu que voilà, il faut, pour faire un pas aussi dans la politique agricole, il faut penser plutôt système alimentaire. Vous pourrez voir dans son rapport qu'il a fait sur la vision sur la politique agricole cet été, il met un but que dès 2030, il faudrait voir une politique agricole dans un système alimentaire. Et ça demande, de mon point de vue, que voilà, il faut avoir encore ces dialogues entre les acteurs différents, entre ces niveaux différents et au niveau de la Suisse. Quels sont les points de départ? J'ai déjà mentionné ce rapport du Conseil fédéral qui donne quand même une piste. Le Conseil d'État va se prononcer, le Conseil aux États va se prononcer sur cette idée d'aller vers plus une politique agricole plutôt système alimentaire bientôt en hiver. Et la Suisse, au niveau international, on va soutenir cette coalition sur des systèmes alimentaires urbains. On fait ça certainement à travers nos partenaires, c'est la FAO
et c'est le programme des Nations Unies sur l'environnement. C'est eux qui travaillent là-dedans. Nous avons besoin de ça, moi comme l'OFAC, parce que je n'ai pas vraiment une compétence de travailler directement avec des villes. Alors on essaye d'identifier des acteurs qui peuvent le faire. Et on a cette assemblée citoyenne au niveau national pour une politique alimentaire. Elle va avoir sa dernière réunion début novembre où cette assemblée va formuler des recommandations, qu'est-ce qui devrait changer ici en Suisse. On aura un sommet suisse début février où on va tout discuter de ça. Voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension à Nicolas? Oui. Alors, bonjour. Enchanté. Merci pour la présentation. J'ai pas compris en fait le point des 36% des paiements directs sont versés à des exploitations situées dans les espaces urbains. J'ai pas compris ce que ça voulait dire en fait, tout simplement. Ouais, ce sont des exploitations qui sont dans des zones urbaines, périurbaines, alors proches des villes, qui reçoivent des paiements directs de la Confédération. Et c'est 36% de cette somme des paiements directs qui vont soutenir des exploitations dans des zones périurbaines et urbaines. Alors, des exploitations proches des villes. Oui, je voulais savoir, au-delà du renforcement du dialogue entre les différents acteurs au sein des systèmes alimentaires en Suisse, qu'est-ce que concrètement la Suisse met en place, en plus de ces assemblées citoyennes aussi, au-delà des dialogues, donc ça à l'échelle de la Suisse, et par rapport au sommet sur les systèmes alimentaires à l'échelle mondiale dont vous parliez l'an dernier. Là, il y a la COP27 qui arrive bientôt. L'agriculture serait a priori quand même un élément majeur pour la question alimentaire. Est-ce que là, on peut espérer un accord concret, justement, de transformation vers des systèmes alimentaires durables et, si oui, en ville? Ou est-ce que, à votre avis, ça va se focaliser à nouveau sur l'échelle production et pas assez sur l'ensemble du système? Merci. Merci beaucoup. Peut-être la dernière question comme première. Et la dernière COP à Glasgow a reconnu déjà qu'il faudrait faire plus dans l'agriculture. Elles ont, je pense, utilisé la première fois le mot ou l'expression système alimentaire. On va s'engager, pas seulement la Suisse, mais aussi d'autres pays, que ça sera renforcé. Aussi que les pays font plus quand ils pensent changement climatique, qu'ils pensent système alimentaire aussi, et pas seulement production agricole, mais il faut aussi savoir dans cette convention climat, l'agriculture, c'est un peu un acteur récent. C'était très longtemps, on n'a pas parlé agriculture, et ça vient gentiment, mais il y aura des journées sur l'alimentation, c'est comme ça. L'Égypte, comme pays hôte, essaye aussi d'initier de créer une nouvelle initiative pour aider les pays en voie de développement spécifiquement de recevoir plus de finances pour cette transformation, pas seulement vers une alimentation plus saine, mais certainement aussi plus de conscience climatique dans ce système alimentaire. Maintenant, revenir à la Suisse, je montre, on a ce plan d'action pour éviter les déchets alimentaires. On est en train de créer une stratégie ou de réviser la stratégie climatique de l'agriculture. On a la loi sur l'agriculture en révision dans le Parlement. C'est au Parlement maintenant de voir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire. Là-dedans, il y a beaucoup des pièces qui sont en train de bouger. On a une stratégie des recommandations alimentaires en Suisse qui sont en train d'être adaptées. Et très intéressant au niveau de la structure de la Confédération, ce sont plusieurs offices qui sont responsables. Et on a mis en place, c'est encore informel, un système un peu informel s'échanger comment on va faire, qui doit faire quoi pour y arriver. Mais voilà, c'est tout, beaucoup des éléments qui sont en route.
Merci. Je me réjouis d'inviter Martijn Sonnevet à venir nous parler des systèmes agroalimentaires. C'est à cause de son titre que en fait j'ai utilisé ce terme. Il va parler en allemand, mais tout d'abord, vite, 3-4 mots. Il est directeur exécutif du World Food System Center à l'ETH Zurich et il est membre enseignant du département des sciences de l'environnement aussi à l'EPFZ. Auparavant, il a travaillé pour la FAO, il a aussi travaillé un peu pour l'OFAG. Alors, je dis un peu, non, c'est pas péjoratif, je suis désolée, c'est pas ma langue maternelle. J'aurais dû faire comme Martin, j'aurais dû parler en allemand aujourd'hui, ça aurait été plus simple. En tout cas, lui, comme j'ai déjà dit au début, il va nous ramener maintenant au niveau des villes concrets. Et puis, merci beaucoup. Herzlichen Dank, Christine. Ich bin etwas beschämt, hier heute auf Deutsch zu Ihnen zu sprechen. Vor 20 Jahren habe ich mein Praktikum im Kanton Waadt gemacht. Mein Chef hat vom ersten bis zum letzten Tag nur Französisch mit mir gesprochen. Das war die beste Schule, aber leider die Zeit und wenn man dann nicht immer Französisch spricht. Ich fühle mich etwas sicherer auf Deutsch. Zögern Sie aber nicht, mich auf Französisch anzusprechen. Ich verstehe alles und im Informellen werde ich es dann sogar auf Französisch versuchen. Versprochen. Ich freue mich sehr über die Einladung. Herzlichen Dank. Ich spreche hier heute im Namen des CNS-FAO, das ist das Comité National Suisse de la FAO, der einzige französische Term heute. Zusammen mit Ruedi Lüthi und 13 weiteren Kolleginnen arbeiten wir als beratendes Organ mit dem Bundesamt für Landwirtschaft zusammen, beraten den Bundesrat für Fragen zur Ernährungssicherheit und nachhaltiger Landwirtschaft. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Herr Parmelin zweimal heute auftritt, aber Sie sehen ihn auch hier, er ist etwas klein, aber der Herr in der Mitte, Sie werden ihn wiedererkennen. Wir hatten vor ein paar Wochen einen Austausch mit ihm, um auch unsere Arbeit dem Bundesrat näher zu bringen und mit ihm einen Austausch zu haben. Ich glaube, dieser Austausch über verschiedene Sektoren hinweg ist sehr wichtig. Alvin und Dominik haben darüber gesprochen, diese Silos. Sie haben die Silos nicht Silos genannt, aber dass wir versuchen müssen, über verschiedene Sektoren verschiedene Akteure einzubringen. Und da liegt meiner Meinung nach auch die Kraft des CNS. Wir verbinden Vertreterinnen von der Zivilgesellschaft, der Industrie, von Forschungsinstitutionen und der landwirtschaftlichen Organisationen. Wir kommen zusammen und arbeiten an Themen, reiben uns an Themen und versuchen konkrete Vorschläge zu machen, uns Gedanken zu machen, was wir als Schweiz beitragen können oder wie wir auch internationale Entwicklungen in die Schweizer Politik einbringen können. Wir sind also ein Diskussionsforum, wir bringen Anliegen ein, wir versuchen gemeinsam auch Verständnis für gewisse Konzepte zu vermitteln und diese Konzepte auch auf den Fall Schweiz anzuwenden. In diesem Sinn sind wir auch froh, als Informationsorgan oder Kommunikationsorgan ist vermutlich besser, weil Information ist etwas eindirektional und wir verstehen uns eher in dem Dialog, wo wir mit Ihnen zusammen auch heute hier sind wir sehr froh, auch Partner dieser Veranstaltungsreihe sein zu dürfen. Wir veranstalten eigene Aktivitäten, aber sind auch sehr gerne hier, um unsere Sichtweise mit Ihnen zu teilen. Wir wollen also über Mittel und Wege sprechen, wie wir die Problematik des Welthungers angehen können, seine Ursachen bekämpfen und zur Verbesserung der globalen Ernährungssicherheit beitragen. Und das ist immer im Kontext der Nachhaltigkeit zu verstehen. Und da arbeiten wir an verschiedensten Papieren, an verschiedenen Themen auch. Vor ein paar Jahren, 2017,
haben wir als Komitee, das waren unsere Vorgänger, wir beide sind erst seit 3 Jahren dabei, Forderungen formuliert gegenüber dem Bundesrat, auch im Zusammenhang mit dem Umgang von städtischen Gebieten, stadtnahen Gebieten, die Wichtigkeit der Urbanisierung hier auch in den Vordergrund zu rücken. Wir haben es gehört von Dominik und Albin, die Abhängigkeit zwischen Städten und dem Umland oder den urbanen Gebieten ist extrem eng vernetzt. Es geht dabei darum, dass städtische Gebiete abhängig sind von Dienstleistungen, von Gütern, Lebensmitteln, sauberes Wasser, aber auch Umweltdienstleistungen und Rohstoffen. Stadtnahe Gebiete aber hängen sehr stark von diesen städtischen Gebieten ab, um den Zugang zu Dienstleistungen, zu Beschäftigungsmöglichkeiten, aber auch zu Märkten zu bekommen. Und ich glaube, wir müssen vielmehr auch in diesem Kontext denken, dass wir nicht allein uns auf die urbanen Zentren konzentrieren. Die Grafik von Dominik hat das ja auch gezeigt. Es geht sehr stark auch um mittelgroße Städte, ihr Umland und ein lebendiges Miteinander. Und dahin müssten politische Maßnahmen auch ausgerichtet sein. Unsere Vorgängerinnen haben also eine Analyse der Politikkohärenz gefordert. Wir haben gehört, die Agrarpolitik denkt Städte noch nicht mit. Das ist ein wichtiger Punkt, um das auch etwas auszuweiten. Daher, glaube ich, ist es auch so wichtig, dass wir vielleicht den Gedanken weg von einer reinen Agrarpolitik hin zu einer Ernährungspolitik, dass das gelingt, dass da alle Akteurinnen und Akteure mit dabei sind. Es geht sicher auch um die Stärkung des Dialogs zwischen Städten, Kantonen und dem Bund. Das ist zum einen ein föderales Problem, aber ich glaube, es ist auch eine gesellschaftliche Herausforderung, diesen Dialog zwischen diesen verschiedenen Räumen auch weiter zu befeuern und nicht nur den zu führen, wenn Initiativen im Raum stehen, sondern auch den etwas zu entpolitisieren, damit es gelingt, diese Stadt-Land Schweiz auch zu leben. Weil ich bin heute früh von Glarus gekommen, das ist die kleinste Kantonshauptstadt, glaube ich, in die zweitgrößte Stadt der Schweiz. Und natürlich wusste ich, wo ich hingehe. Und dann hat man so ein Framing im Kopf. Und wenn man dann rausschaut, glaube ich, ist die Geografie, die Realität draußen ist viel weiter, als das die Politik ist. Wir leben in einer großen Stadt. Wenn Sie jetzt dem Zug nachschauen, es ist wunderschön. Ganz verschiedene Bauwerke sehen Sie. Sie sehen dann auch weniger schöne Bauwerke, wenn der Zug entlang von der Autobahn rast. Aber dieses Zusammenleben, das findet bereits statt und es braucht jetzt auch die wichtigsten politischen Rahmenbedingungen, um dann diese Umsetzung nachhaltiger und innovativer Agrar- und Ernährungssysteme zu fördern. Der Städtedialog, der im Rahmen des UN Food System Summit stattgefunden hat, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt dahin. Der Ernährungsdialog ein weiterer. Ich glaube, hier braucht es von allen beteiligten Akteuren nicht nur top-down, sondern auch bottom-up, so wie hier, ein vermehrter Austausch. Jetzt haben wir viel über Austausch gesprochen, wir haben viel über Landwirtschaft als Produktionssektor gesprochen. Ich möchte dieser Aufbruch des Silos vielleicht am Beispiel von Agrarökologie etwas darlegen. Ich glaube, die Agrarökologie hat die Kraft, den Begriff Landwirtschaft breiter zu verstehen. Sie sehen, diese Grafik, sie ist etwas klein, ich entschuldige mich dafür. Sie haben den Link auf den Folien. Aber wir sehen diese zwei verschiedenen Farben. Und ich glaube, die sind wichtig. Das eine, Agrarökologie ist ja gleichzeitig eine Wissenschaft, eine Sammlung von verschiedenen Maßnahmen und Verfahren in der Produktion, aber es ist auch eine soziale Bewegung.
Und genau dieser Punkt, dass wir uns wegbewegen von rein agronomisch orientierten Fragen hin zu einer Food-System-Perspektive, eine Perspektive der Ernährungssysteme ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und deshalb sehe ich den Wert dieser 13 Prinzipien der Agrarökologie, und die Orangen, die gehen eher in Richtung Food-System, wo es darum geht, wie Fragen wie Fairness, Partizipation, aber auch die Konnektivität besser zu verstehen, zu unterstützen und diese Elemente als Transformationsmotoren zu verwenden, glaube ich, sehr, sehr wichtig. In den letzten Jahren haben wir als Komitee uns sehr intensiv mit Agrarökologie beschäftigt, und Sie mögen das verstehen, dass wir als Komitee, wo wir Vertreterinnen von Zivilgesellschaft, Industrie, Forschung haben, wir haben sehr intensiv über den Begriff Agrarökologie diskutiert, zum Teil gerungen, aber es ist gelungen, 2 Papiere zu formulieren, wo wir konkrete Ideen, Forderungen auch in den Raum gestellt haben, die wir dann auch im Rahmen des UN Food System Summits einbringen konnten, die wir mit Vertreterinnen und Vertretern der FAO, aber auch mit dem Bund diskutieren. Und ich habe jetzt einfach mal 3 Forderungen mitgenommen hier heute. Das eine, wir glauben, wir müssen agrarökologische Produktionssysteme in den Mittelpunkt nationaler und internationaler politischer Interventionen stellen, weil es auch so gelingen kann, diesen Begriff der Ernährungssysteme breiter zu fassen und Elemente einzuführen, die helfen, auch das Verständnis zwischen urbanen und mehr ländlich geprägten Gebieten zu fördern. Es geht sehr stark aber auch um externe Kosten, die in der nationalen wie auch in der internationalen Agrar- und Handelspolitik zu berücksichtigen sind. Und drittens, wir unterstützen den Bund auch in dem Bestreben, einen aktiven Partner in der Agrarkoalition zu sein. Diese Prozesse, ich habe es jetzt, als ich dir zugehört habe, Alvin, wieder gedacht, dauert lang. Es braucht für euch viel Energie. Aber ich glaube, sie sind sehr, sehr wichtig, dass es gelingt, dieses Konzept Agrarökologie auch mit konkreten Beispielen in der Umsetzung dann weiter voranzutreiben. Deshalb glaube ich, die Agrarökologie als quasi Wegweiser kann helfen, dieses Verständnis einer gesamtheitlichen Ernährungspolitik voranzutreiben. Weil es ganz integraler Bestandteil der Agrarökologie ist, Konsumentinnen und Produzentinnen miteinander zu verbinden, das gegenseitige Verständnis zu stärken und vielleicht auch in diesem Austausch die Herausforderung, die Sie ja hier in diesem Projekt, in dieser Gegend haben, dieses Verständnis aufzuarbeiten, herauszuschälen, wo die Herausforderungen liegen und dann gemeinsam auch mögliche Rahmenbedingungen aus der Politik zu definieren. Zum Abschluss habe ich Ihnen noch 2 Beispiele mitgebracht, und das ist jetzt so halber CNS, halber ETH-Hut, bitte verzeihen Sie mir, aber für mich sind die Projekte bedeutend, weil sie dieses gesamtheitliche etwas herausstreichen können. Ich werde sie nur ganz kurz erwähnen, ich selber forsche nicht an diesen Projekten. Auch hier haben Sie den Link, besuchen Sie die Website, wenn Sie das mehr interessiert. Wir haben gehört, dass ärmere Bevölkerungsschichten in den Städten zu den am meist gefährdeten Bevölkerungsgruppen der Welt gehören. Wir brauchen also Bemühungen, die sehr konkret darauf abzielen, die Lebensbedingungen an der Schnittstelle zwischen Stadt und Land zu verbessern. Sie sind von entscheidender Bedeutung für eine sozial gerechtere und ökologische nachhaltigere Entwicklung. Hier haben wir Beispiele aus Afrika. Das Runrace-Projekt versucht, lokale Innovationen zu fördern, wissenschaftlich zu begleiten und die Vernetzung zwischen verschiedenen Städten auch zu stärken. Es geht dabei
Innovationen zu identifizieren, die die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz, und das hast du gesagt, Dominik, diese Kapazität auch auf Schocks zu reagieren, zu stärken und gleichzeitig die langfristige Perspektive, die nachhaltige regionale Entwicklung dieser Ernährungssysteme in Städten zu stärken. Es werden also konkret Innovationen im Bereich Composting, Nutzung von organischen Abfällen, sei das jetzt auch Fäkalien oder Reste von Lebensmittelabfällen, dass diese Nährstoffe wieder zurück in den Kreislauf gelangen. Das kann über Kohle, über Düngemittel, die aus solchen Abfällen entstehen, geschehen. Aber es geht auch darum, dass lokale Märkte neu entstehen. Und an diesem Schnittstelle arbeitet ein Forschungsprojekt, das an der ETH zusammen mit unterschiedlichen Partnern aus Universitäten in den verschiedenen Städten plus privaten Organisationen und Organisationen der Zivilgesellschaft aufgebaut ist. Finanziert von der DEZA. Ein zweites Beispiel, das geht in die ähnliche Richtung, Vernetzung von Städten. Dominik hatte auch schon Beispiele der V erwähnt, wo verschiedene Städte voneinander lernen. Hier ist der Fokus mehr auf die Ernährung gerichtet und hier geht es darum, dass man die Problematik der suboptimalen Ernährung immer noch für ein Drittel der Weltbevölkerung zur Doppelbelastung quasi von Unterernährung, gleichzeitiger Mangel- oder Fehl- oder Überernährung führt und das in einen Fokus zu setzen, die Ernährung und eine Verbindung zu machen, wie agrarökologische Systeme auch das Element Ernährung mehr angehen können. Es geht dabei, dass wir Zugang sicherstellen können zu zahlbaren, gesunden Ernährungsweisen, die nährstoffreiche, sichere Lebensmittel, die lokal produziert werden, in diesen Städten zur Verfügung stehen. Und interessant, das sind 6 Städte in 3 Ländern, Bangladesch, Ruanda und Kenia. Und das sind just nicht die großen Städte, sondern das sind sogenannte Secondary Cities, weil, und das hatte Dominik ja mit dieser Grafik auch gezeigt, hier die Gefahr da ist, dass sie zwischen Stuhl und Bank fallen. Dass man quasi weder in einer agrarpolitisch orientierten Interaktion auf dem Radar sind, noch wenn wir über die urbane Entwicklung sprechen, im Radar sind. Und hier versuchen wir den Konnex zu machen zwischen agrarökologischer Produktion, die weggeht von einer reinen Kalorienfokussierung hin zu einer gesamtheitlichen Betrachtung des Werts der Nahrungsmittel, die dann in einem zweiten Schritt durch gesunde Ernährung auch die Gesamtgesundheit der Bevölkerung stärken können. Und ein Kernelement, an dem wir dann auch vom Center arbeiten, ist dieses Peer Learning, dieses gegenseitige Verständnis schaffen zwischen den verschiedenen Kontexten, weil ja, alles, was mit Ernährungssystemen zu tun hat, eine ganz wichtige Kontextspezifität. Es kommt immer darauf an, wo wir uns befinden. Gleichzeitig geht es aber auch darum, aus diesen verschiedenen Kontexten Dinge herauszuschälen, von denen wir dann gegenseitig lernen können. In diesem Sinn habe ich heute schon viel über dieses Verger-Projekt gelernt und ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Hat jemand Fragen? Vielen Dank. Eine Frage zu den 3 Empfehlungen aus Ihren 2 Papieren. Die zweite Empfehlung zu den externen Kosten der Handels- und Agrarpolitik. Könnten Sie da ein paar Beispiele geben, was Sie damit meinen, konkreter? Was für externe Kosten das sind? Danke. Ja, Entschuldigung, da war ich etwas schnell. Ich esse Ihre Pause auf und deshalb habe ich versucht, hier schnell zu sein. Bei externen Kosten geht es darum, dass wir über den Preis, den wir am Ladentisch bezahlen, oft nicht die gesellschaftlichen Kosten
mit abdecken. Da denke ich an Elemente wie Übernutzung von Ressourcen, Biodiversitätsverlust oder auch dann in gewissen Systemen eine nicht adäquate Verwendung von Pflanzenschutzmitteln oder Düngemitteln, die dann zu Umweltfolgen führen. Und wenn wir uns Gedanken machen, können wir dann auch noch einen Schritt weitergehen und die Gesundheitskosten mitdenken, die eine nicht adäquate Ernährung mit sich bringt. Das ist zum Beispiel Fleisch auch ein Thema. Ist das okay so? Ja. Die Frage bezieht sich auch auf der... Okay. Ich schnell nach vorne. Stellen Sie doch die Frage und ich wiederhole sie einfach. Und dann nachher müssen Sie hier nicht kommen. Sie stellen die Frage, ich wiederhole sie. Auch zu den externen Kosten, ob da schon ein Feedback zu diesen Forderungen kam oder ob da auch schon Initiativen in der Schweiz sind. Ich stelle die Frage auch aus dem Grund, weil jetzt gerade in Liechtenstein der agrarpolitische Bericht herausgekommen ist und im November auch diskutiert wird. Und da würde mich gerade die Frage sehr interessieren, wo da die Schweiz jetzt steht mit diesen Forderungen. Die Forderung wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen. Ah, nein, sorry, genau. Entschuldigung, ja genau, sorry. Die Frage war zu den externen Kosten, wie weit diese Forderung bereits Anklang gefunden hat oder aufgenommen wurde. Und ein zweiter Teil der Frage war, wie weit man in diesem Themenfeld externen Kosten in der Schweiz ist. Zur ersten Frage, wir haben... Das ist eine internationale Frage, wie eben auch Liechtenstein. Ah genau, das ist eine internationale Frage, weil die Vertreterin einen Verweis gemacht hat zum Agrarbericht des Fürstentums Liechtensteins. Die Forderungen, die wir jetzt im Austausch mit dem Bundesrat, das war vor ein paar Wochen, die wurden wohlwollend entgegengenommen. Dieses Thema ist ein Thema, das auch im Food Systems Summit sehr intensiv und prominent diskutiert wurde. Gibt es verschiedene Initiativen jetzt international, teilweise aus der Industrie gepusht, andere eher aus der Forschung. In der Schweiz gibt es seit einigen Jahren Diskussionen zu diesem Thema. Von einer wissenschaftlichen Perspektive ist es wahnsinnig herausfordernd, einen wissenschaftlich fundierten Rahmen zu definieren, wie wir diese externen Kosten messen. Wo fängt eine externe Kosten an, wo hören sie auf? Das ist die eine Problematik. Und die zweite ist dann tatsächlich den Wert zu bemessen, das zu monetarisieren, jedem Effekt oder einen Wert beizumessen. Ich hatte das Vergnügen, vor ein paar Jahren eine Masterarbeit zu betreuen. Da wurden 128 Indikatoren schon mal definiert, die man vielleicht verwenden könnte. Das haben wir dann zusammen kondensiert auf 28, aber auch dort ist die Datenlage immer noch sehr, sehr dünn. Es gibt jetzt aber auf Niveau Schweiz, letzte Woche hat sich unter der Initiative von der Universität Lausanne und der EPFL eine Gruppe Forschende und Menschen aus der Praxis getroffen, um Diskussionen zu führen, wie wir in diesem Bereich weiterkommen können. Also ich glaube, im Moment ist es noch relativ viel heiße Luft. Konzeptionell ist es sehr vielversprechend, aber wenn wir dann ins Klein-Klein der jeweiligen Messungen der Faktoren hineingehen, da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun. Aber ja, es gibt diese Masterarbeit, das war so ein erster Versuch, mal einfach zu probieren, was müsste man alles mit einbeziehen. Die ist sehr, sehr spannend, das hat Alessa Perotti geschrieben. Und vielleicht finden Sie das irgendwie, wenn Sie das googeln. Und sonst fragen Sie mich, ich habe die Arbeit. Ist sonst noch jemand? Dann vielen, vielen Dank.